Jean Darthuis, vous travaillez au FSI, le Fonds stratégique d'investissement, qui est considéré comme un fonds souverain en France. Est-ce que selon vous, l'action du FSI, qui est d'investir au long terme dans les entreprises, est-ce que c'est peut-être ça le sens qu'il faut donner au système financier ? Ah oui, je ne veux pas vous étonner sur la réponse, mais évidemment oui. Peut-être est-ce que vous pouvez aller plus loin ? Non mais ça c'est la bonne finance, de mon point de vue, et c'est pour ça que ça m'enthousiasme. Qu'est-ce que c'est que le FSI ? Le FSI, c'est de l'argent public, 20 milliards d'euros, qui sont au service de la croissance, du développement des belles entreprises françaises, pour faire rayonner les savoir-faire, pour conserver les savoir-faire en France, et poursuivre le développement de ces belles entreprises. Et pourquoi je dis que c'est la bonne finance ? Parce que ça poursuit un double objectif, qui peut être considéré comme contradictoire, mais qu'on essaye de mettre en œuvre tous les jours. C'est à la fois d'être un investisseur avisé, donc faire du rendement, on cherche du rendement, mais toujours au service de l'intérêt général. Et c'est, je crois, fondamental, cette notion d'intérêt général. Si le monde de la finance pouvait être un peu plus responsable et avoir toujours en tête qu'on peut allier rentabilité, rémunération du risque et intérêt général, je pense qu'on aurait résolu une bonne partie des problèmes. En tout cas, vous témoignez sur le fait que ça peut fonctionner. Non, mais ça fonctionne. Je vais vous donner 2-3 exemples qui intéressent les Marseillais, parce qu'il y a des exemples concrets de ce qu'on fait et de ce que le marché ne fait pas. C'est là où c'est grave. C'est que le monde de la finance privée ne répond plus aux besoins des entreprises aujourd'hui. Donc, double objectif, rentabilité et intérêt général, et au moyen de 3 modalités qui, à mon avis, évitent les dérives graves de la finance, qui sont le long terme. Le FSI investit à long terme. On ne peut pas exiger un projet entrepreneurial à une entreprise de délivrer un rendement rapidement. C'est une illusion, il faut du temps. Deuxièmement, sans endettement. On voit tous les jours le drame de l'endettement, tant pour les États que pour les entreprises que pour les particuliers. Et troisièmement, avec une gouvernance responsable, c'est-à-dire que nous demandons d'être au conseil d'administration des entreprises, notamment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive concernant les rémunérations, concernant les délocalisations d'emplois, par exemple. Donc c'est au moyen de ces 3 modalités-là, c'est très important d'avoir ça en tête, le long terme, l'absence d'endettement excessif et une gouvernance responsable, notamment socialement responsable, que je crois que l'investissement peut être au service de l'intérêt général. Je prends 3 exemples d'entreprises marseillaises. Le groupe Daher, qui est une entreprise familiale, formidable, qui s'est profondément transformée, qui est passée d'une société de logistique à aujourd'hui une entreprise qui investit lourdement dans le nucléaire et dans l'aéronautique, des secteurs dans lesquels la France est très compétitive. C'est 7500 emplois et une douzaine de sites industriels en France. Bon ben voilà, le FSI a investi dans cette entreprise de manière à ce que la famille puisse continuer à transmettre de génération en génération ses savoir-faire et les faire rayonner à l'extérieur. Il y a énormément de choses à changer. Il y a des tas d'activités. L'exemple que donnait Jean Darthuis tout à l'heure, c'est-à-dire du patron de hedge fund, qui tout simplement a une commission de performance de 20%. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un ait une performance de 20% à court terme ? Donc ça, c'est des choses qui peuvent changer. Dans la spéculation, il y a beaucoup de programmes automatisés qui vont chercher des écarts de prix et qui font ça pour le compte propre des banques. C'est Kerviel, c'est l'arbitrage de Varan, donc c'est des sommes considérables pour capter des petits écarts sur des marchés différents. C'est stupide, ça ne sert à rien, c'est des opérations qui ne devraient pas avoir lieu. Le fait que le broker par lequel il passait ait des bonus qui soient corrélés avec ses volumes, alors que s'il passe un ordre de 100, un ordre de 1000 ou un ordre de 1 million, il appuie sur le même bouton et il exécute quelque chose qui est décidé ailleurs. Pourquoi est-ce que lui, il a un bonus qui est complètement corrélé au volume qu'il traite ? Donc il y a un ensemble de choses. Donc vous êtes d'accord sur la gouvernance, d'être plus responsable socialement à ce niveau-là ? Donc je pense que les sujets sur la gouvernance dans chacun des pays commencent à être bien adressés. Je pense que, comme Jean-Pierre Levade, il faut remettre tout ça à des échelles qui sont gérables par chacun des pays. Il n'est pas normal que le contribuable français soit le réassureur in fine de total de bilan aux États-Unis de grandes banques comme BNP Paribas, comme Société Générale, et ce n'est pas le contribuable français qui doit payer pour ça. Mais je pense aussi qu'il y a des efforts à faire dans la gouvernance mondiale qui n'existent pas, mais je pense aussi qu'il y a énormément de choses à faire dans les comportements humains dans chaque institution. Moi, par exemple, je suis très favorable à ce qu'on fasse un quinquennat renouvelable une seule fois pour les patrons de banque, pour les patrons d'activités de marché, pour les patrons de banques d'investissement. Et donc le fait de se poser la question de qui va être son successeur et combien va être propre la banque que je laisse à mon successeur est quelque chose qui donne beaucoup plus de vigilance. Je suis pour que sur chaque opération, il y ait des diligences qui soient faites, qui soient nettement supérieures à ce qui est le cas aujourd'hui. Si on prend le cas du subprime,
Il y a des gens qui achetaient du crédit hypothécaire américain noté AAA par des agences américaines, mais qui ne savaient pas que ça passait par des courtiers, que ce n'était pas régulé aux États-Unis, et les diligences n'avaient pas été faites sur ce qu'on appelle le produit sous-jacent, qui est le crédit in fine. Donc je pense qu'il y a un lot de choses à faire considérable sur les comportements à l'intérieur des institutions. Ou une volonté politique de faire, commune, si possible commune, au minimum par zone monétaire, puisque j'ai expliqué tout à l'heure qu'il devait y avoir une correspondance entre le périmètre du système bancaire et la monnaie souveraine correspondante. Donc il faut une volonté commune, par exemple, dans la zone euro. Pourquoi c'est simple? Pour répondre à un ou deux arguments avec lesquels je ne suis pas complètement d'accord. Bien entendu, je ne suis pas naïf. Je sais très bien que la spéculation continuera à exister. Elle est peut-être d'ailleurs utile à certains égards, de manière marginale. Et d'ailleurs, même si on l'interdisait, elle réapparaîtrait sous une forme ou sous une autre. Vous voyez, Nicolas, je suis d'accord avec vous. Le jeu de bonneteau est interdit depuis très longtemps. Il y a une rue de Paris, je ne vous donnerai pas l'adresse, où on peut aller jouer au bonneteau tous les jours, de très grosses sommes, et où je vous garantis qu'il y a des gains énormes faits par certains et que la valeur ajoutée créée est strictement nulle. Le plaisir. À part le plaisir. Enfin, de ceux qui vont. Surtout de ceux qui gagnent. Oui, c'est ça. Oui. Ce que je dis qui est différent, c'est que les grandes faillites systémiques, celle de 29 et celle à laquelle on va peut-être assister demain, sûrement, elles sont liées au fait que le défaut qui naît dans la finance spéculative est financé par de la monnaie. Et donc ce que je dis, c'est qu'il faut une cloison entre le système bancaire classique et le système spéculatif. Une cloison absolue. Vous voulez faire de la spéculation, vous voulez jouer, faites, je vous en prie. Mais allez directement sur le marché pour trouver les sommes correspondantes. Allez directement chez les épargnants. Et le seul point de désaccord fondamental que j'ai avec Hugues Lebret, c'est que je ne vois pas, je n'ai jamais compris comment cette séparation, j'ai vécu dans des instances bancaires dites universelles où il y avait tous les métiers, je ne vois pas en quoi cette séparation pèserait sur la croissance de manière négative ou augmenterait le taux du crédit. Je vois en revanche très bien, dans l'autre sens, ce que les faillites du système ont coûté en termes de croissance perdue. On va juste rappeler un point d'histoire. Cette séparation, ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act aux États-Unis, a été mis en place à l'époque en 1933. Et est resté valable jusqu'en 1989. Voilà. C'est sûrement une coïncidence, mais pendant toute cette période, il n'y a pas eu de matérialisation de risques systémiques dans la finance mondiale. Certains disent oui, mais si on régule trop, si on met trop de barrières à la finance, eh bien ça va casser la croissance et on va se retrouver dans des systèmes de récession. Nicolas Bétou, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut réglementer la finance sans supprimer la croissance ? Oui, mais c'est un risque permanent. C'est vrai que tout ce qui est régulation a pour objet de limiter un certain nombre de risques. Et par définition, en limitant des risques, vous limitez aussi des initiatives. Et en limitant des initiatives, vous limitez de la création de richesse. Encore une fois, la spéculation peut être une bonne chose. Je voudrais quand même que vous ayez tous à l'esprit que l'espèce de diabolisation de la spéculation est une facilité de l'esprit. J'ai passé un assez long moment aux États-Unis cet été à regarder ce qui se passait sur la côte ouest, sur la côte est, dans les métiers qui m'intéressent, c'est-à-dire tout ce qui est médias, création de contenu, etc. Sur la côte ouest, il y a une espèce de conjonction inouïe, incommensurable, au sens propre du terme, c'est-à-dire impossible à mesurer, entre la collaboration entre le public et le privé au travers des universités, des masses gigantesques d'argent qui viennent financer de l'innovation et de la création de produits matériels ou immatériels, de logiciels, d'applications, d'applis, comme on dit maintenant, qui sont à l'origine d'une gigantesque création de richesses et d'emplois. Ça, c'est de la création de richesses. Mais quand vous regardez un petit peu le détail, vous vous apercevez qu'il y a des financiers qui mettent de l'argent dans beaucoup d'entreprises, qui savent que 2 sur 3 de leurs investissements seront perdus, mais que le 3e sera extrêmement rentable. Et quand vous regardez un petit peu plus finement,
Et ça, c'est de la bonne spéculation. Et quand vous regardez un peu plus finement, vous apercevez qu'il y a des financiers qui mettent beaucoup d'argent sur quelques entreprises et qui sortent très rapidement. Et au fond, qui prennent très rapidement leurs gains. Ça, c'est de la spéculation. C'est de la mauvaise spéculation. Au fond, on peut très bien se dire, en suivant Jean d'Arthuis, ces gens-là n'ont pas accompagné la croissance d'une entreprise, oui, mais ils ont quand même mis beaucoup d'argent sur des initiatives diverses et variées, en prenant des risques, en perdant parfois, et en gagnant rapidement, peut-être trop rapidement, d'autres fois. Comment est-ce que vous régulez ça ? Comment est-ce que vous allez dire à... imaginez, voilà, on est en train de réguler ce qui va se passer en Californie dans les années qui viennent, et on dit, voilà, un investisseur n'aura pas le droit de rester moins de 3 ans au capital d'une entreprise. Mais insensé. Et donc voilà typiquement un truc, on est vraiment là dans l'imagination, mais voilà typiquement une règle qui pourrait casser la croissance si elle était trop importante. Et donc, je vous le redis, ce problème de la régulation de la croissance de la finance qui travaille pour elle ou pour l'industrie ou pour l'économie réelle, c'est un réglage permanent. On n'arrivera jamais à trouver le vrai réglage, le bon réglage à toute heure du jour et de la nuit, parce que à la fois ce qu'il faut régler, c'est-à-dire la capacité de mettre de l'argent dans le système, beaucoup ou pas beaucoup en fonction des périodes de croissance, la capacité à corriger la recherche d'un profit maximum dans un temps minimum de temps, change en permanence. Donc oui à la régulation, bien sûr, oui à la régulation, mais attention à ne pas en faire trop. Un des derniers exemples, et je vais très rapidement, après le scandale Enron, qui est un très grand scandale de comptabilité des entreprises, on a édicté des normes de comptabilité et de surveillance d'entreprise qui, pour une partie, en tout cas, aujourd'hui tous les économistes le reconnaissent, ont freiné un certain nombre d'initiatives et de croissance dans l'économie américaine. Est-ce que vous avez le sentiment que, aujourd'hui on dit un peu que c'est finalement les marchés qui dirigent la politique? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le cas et que ça peut changer si c'est le cas? C'est quelque chose qu'on entend souvent quand même. Oui, c'est vrai que les marchés aujourd'hui ont pris un pouvoir considérable, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont été sollicités de manière déraisonnable par les États. Donc c'est la poule et l'œuf. Quand pendant 30 ans, vous sollicitez les marchés pour endetter votre pays à hauteur de 90% de sa création de richesse nationale annuelle, c'est totalement déraisonnable. Aucune entreprise ni aucune famille ne pourrait supporter un tel degré d'endettement. Et moi, je trouve invraisemblable qu'on continue à non seulement endetter lourdement les États, mais en plus accepter que l'État présente encore chaque année des déficits primaires de plus de 100 milliards d'euros. Rendez-vous compte, si une entreprise présentait un budget déficitaire de cette manière-là, aucun conseil d'administration ne l'accepterait. Donc sur un budget de l'État qui, de mémoire, doit être aux alentours de 350 milliards, on présente et les Français acceptent tous les ans qu'il y ait 120 milliards de déficit qui s'ajoutent aux 1800 milliards de dettes. Le système marche sur la tête. Donc il est normal qu'à un moment donné, les marchés sifflent la fin de la récréation et disent aux États, vous devez cesser d'endetter déraisonnablement le pays. Et quand on sait que chaque Français qui naît a 15 000 euros de dette vis-à-vis de l'État, ce qui fait pour une famille de 5 100 000 euros, c'est quand même pas le meilleur moyen de démarrer dans la vie. Donc il est normal que les marchés aient repris aujourd'hui du pouvoir par rapport à un État qui est déraisonnable.